Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Visite du pape en République démocratique du Congo, bilan du président Tshisekedi, élection en 2023. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. Face à l'opinion, aujourd'hui, nous sommes face au président de Congo Positif, M. Dieudonné Kishi Kazadi. Bonjour, merci d'être avec nous, M. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je me porte comme un charme. Alors, la visite du pape, déjà, quelle est l'importance selon vous? Il est dans nos murs. C'est le successeur de Pierre. Parce que beaucoup pensent que c'est une autorité ecclésiastique comme tout autre. Mais ici, nous avons affaire au successeur de Pierre. Pierre, celui-là même à qui Jésus-Christ avait dit « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et à qui également il a donné toute autorité, de sorte que lorsqu'il remet les péchés, tout ce qui est lié sur terre est également lié au ciel. Tout ce qui est lié au ciel est aussi lié sur terre. C'est dans Matthieu 16, verset 13. Et donc, c'est cet homme-là qui vient. C'est pas n'importe qui est arrivé. En termes de succession, je vous dirais, c'est Jésus qui est venu à travers son serviteur, le pape François. Successeur de Jésus. Alors, bien sûr, parce que Pierre était le disciple de Jésus, ouais. Et il était successeur, il venait après. Voilà. C'est cet homme-là qui vient, et donc c'est pas n'importe qui est arrivé. Sur le plan spirituel, c'est chargé d'importance. C'est une visite totalement spirituelle. Je crois que je ne suis pas le porte-parole du pape, mais je pense que sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, je pense que le pape en a assez de la souffrance que le Rwanda impose à la République démocratique du Congo. Et le pape ne se déplace jamais fortuitement. Donc l'importance pour moi, c'est celle-là. Deuxième, c'est la réponse à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas n'importe quel chef d'État qui fait une invitation au pape et le pape bouge son agenda pour venir. Non seulement venir, mais passer presque 5 nuits, presque 5 jours dans un pays. Mais ce n'était, il faut être un grand chef d'État, comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour décrocher cette visite. Et sa visite était annoncée déjà à l'époque, à la fin du mandat du président Kabila. Ça avait été reporté. C'est dans la continuité des affaires de l'État, notamment, comme le disent les cadres du PPRD. Vous pensez que les invitations aussi, en matière d'invitation, il y a aussi des continuités? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand vous avez invité quelqu'un, il n'est pas venu, c'est pas, ça passe. Sinon, pourquoi le président Tshisekedi lui aura lancé 2 autres invitations? Ça veut dire que les premières n'ont pas fonctionné. À quoi répondez-vous au professeur Mbata qui dit que cette visite est à inscrire au but du point, je veux dire, est à inscrire aux actions diplomatiques et même au bilan du président Tshisekedi? Que pensez-vous de cette? Mais il a dit vrai. C'est pas tout le monde qui invite un pape et le pape vient chez vous, même si vous êtes chef d'État. Vous pensez que tous les chefs d'État qui nous entourent ici
n'ont pas envie que les papes viennent chez eux. Ils ont envie qu'ils viennent. Mais ils n'ont pas eu la force spirituelle, la connexion spirituelle, comme celle que le président Tshisekedi a avec le pape. C'est pas ce que le cardinal Ambongo pense. Pardon? C'est pas ce que le cardinal Ambongo pense. Il a carrément, comment dire, remis en question ou contredit le professeur Mbata pour dire le pape est en mission apostolique. Il n'est pas là pour un calendrier Bon, une vous savez, invitation politique. je suis désolé, depuis un temps, les cardinals nous habituent à la polémique. Ça, c'est de la polémique. La vérité, c'est que ce n'est pas non plus le cardinal qui a invité les papes. Nulle part ça a été mentionné. Mais partout, même le pape lui-même, comme il est arrivé là, il sait que c'est le président Tshisekedi qui l'a invité. Voilà ce que nous savons. Voilà ce que les Congolais savent. Maintenant, que cette visite rapporte quelques dividendes politiques, quelques dividendes diplomatiques au pays comme au président de la République, ce n'est que normal. Pourquoi on veut lui refuser ça? Est-ce qu'on avait refusé ça au président Mobutu en 80 et en 85? Pourquoi c'est maintenant qu'on doit renier? Parce que pour le président Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Personne ne dit que bon, il n'avait pas droit à un quelconque dividende de la part du fait de la venue du pape Jean-Paul II par 2 fois. Est-ce que les cardinaux qui étaient là en ce moment-là, ils ont contesté la paternité de cette activité, de cette présence? Est-ce qu'ils ont eu à contester ça au chef d'État qui était en poste, le président Mobutu? Non. Alors pourquoi c'est la polémique aujourd'hui? Donc malheureusement, c'est les cardinals qui nous habituent avec ces genres de polémiques tout à fait Alors, gratuites. dans quelle mesure la visite du pape peut-elle aider à résoudre, à diminuer la souffrance des Congolais? Parlons particulièrement de la partie. Non, écoutez, la souffrance des Congolais, c'est le Rwanda qui en veut, n'est-ce pas? C'est le Rwanda, à lui seul et ses complices qui veulent que le Congo et les Congolais continuent à souffrir. Et aujourd'hui, l'arrivée du pape porte des feux de projecteurs sur notre pays. Et donc, moi, je pense que aujourd'hui, les dividendes sont là. Ce qui est fait, la présence du pape, forcément fera changer la perception du monde par rapport aux problèmes qu'on impose à notre pays, particulièrement les problèmes que les Rwandais nous imposent. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons penser que la présence du pape va, dans une certaine mesure, mettre fin à la souffrance des Congolais. Parce que la souffrance des Congolais aujourd'hui vient de quoi? Ça vient du fait que tout l'argent qui entre dans les trésors publics doit être envoyé pour résoudre la problématique de la guerre, pour en finir avec tous ces mouvements armés que le président Kagame a choisi et le président Museveni ont choisi de déverser sur notre territoire. Donc, il suffit simplement que chacun reste chez lui et s'occupe de ses carottes pour que, quelque part, la misère, même si elle ne finissait pas totalement, elle va diminuer d'ampleur. Parce que vous n'imaginez pas, personne n'a jamais fait l'exercice de savoir combien d'argent nous mettons, combien d'énergie nous mettons pour résoudre cette crise imaginée du Rwanda et imposée à la République démocratique du Congo. Le Rwanda que vous évoquez tantôt est dans la, comment dire, quelques unités qui sont notamment au sein des forces de l'EAC qui aujourd'hui, pour raison d'insécurité, doivent regagner Kigali à la demande de l'armée congolaise, du gouvernement congolais. Pourtant, nous nous souvenons que le gouvernement congolais avait dit que les forces de l'EAC vont être déployées, mais sans les forces rwandaises.
ça a quand même surpris tout le monde d'apprendre qu'il y avait finalement quelques unités rwandaises Vous savez, au sein des forces de l'EAC. vous savez, le besoin pour le Rwanda d'être au Congo est devenu presque une maladie. C'est devenu une maladie. C'est devenu carrément une maladie. S'il y a quelque chose qui se passe au Rwanda, au Congo, où le Rwanda n'est pas présent, d'une manière ou d'une autre, ils sont malades. Ils tombent malades. Ils veulent être là. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'exterminer les Congolais, de détruire le Congo. Et pour ça, ils utilisent tous les moyens. Vous savez, le gouvernement peut dire qu'ils ne sont pas là, parce que le gouvernement ne veut pas qu'ils soient là. Mais ces gens sont capables d'échanger des noms. Ces gens sont capables de contourner toujours pour se retrouver. Qui vous dit que ce n'est pas ce qu'ils ont fait pour être là? Parce que pour eux, être là, ça leur permet de continuer leur besogne sur la population congolaise. Ils tuent les Congolais sans vergogne, sans pitié, sans humanité. Sans humanité. C'est comme un jeu d'enfant que pour un Rwandais que de tuer un Congolais aujourd'hui. Et donc pour ça, ne nous leurrons pas. Ils sont capables de tout. Ça veut dire qu'ils sont également capables de vous présenter, de prendre leurs militaires, de leur donner des noms qui ne soient pas leurs noms, de leur donner des identités qui ne soient pas leur identité, pourvu qu'ils se retrouvent dans le rang. Alors quand maintenant la vigilance de l'armée congolaise arrive à les dénicher, parce que le postulat de départ aura été que ces gens ne soient pas là. Ouais. Maintenant qu'on découvre qu'ils sont là, ça témoigne davantage de la volonté. Donc il n'y a pas une contradiction possible de la part du gouvernement congolais. Ce n'est pas que le Congo savait qu'ils étaient là, il a fermé les yeux. Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, nous connaissons comment ces voisins fonctionnent. Nous savons. Et donc, les troupes de l'EAC, on critique le gouvernement, le pouvoir en place, d'adhérer à l'EAC, cette organisation qui, on dira, c'est parmi les États qui ont agressé le Congo dans le passé, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, qui sont membres de l'EAC. On dit que ces États sont justement de connivence. Était-ce une bonne chose d'adhérer à l'EAC? Est-ce qu'aujourd'hui, il est utile que la RDC puisse quitter l'EAC? Par principe, je vais raisonner de deux façons. Par principe, le Congo n'a pas besoin de tout ça. Par principe, c'est le Congo qui doit charrier tous ces petits États. Par principe. Parce que lorsque vous mettez tous ces États pour faire le poids du Congo en termes de marché, en termes de ceci, même en termes de superficie, il faut réunir d'abord pour faire le marché congolais, c'est-à-dire 100 millions, 110 millions de consommateurs, 100 millions d'habitants, il faut réunir au moins 25 pays africains, au moins 25 pays pour faire le poids du Congo. Ça veut dire que tout ce que nous partons chercher à travers ces organisations, en principe, nous n'en avons pas besoin. Parce que si c'est l'économie, si c'est l'intégration économique que nous voulons, mais faisons l'intégration provinciale, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous faisons l'intégration de nos provinces, nous allons atteindre à peu près 110 millions de consommateurs. Ce que nous ne pouvons pas, ce que nous n'allons pas atteindre en allant dans l'EAC, qui ne vous fait qu'à peine, donc sans le Congo, l'EAC ne vous fait qu'à peine 30 millions, 40 millions de consommateurs.
C'est nous, quand nous venons avec 100 millions, nous leur apportons 100 millions de consommateurs. Et tout le reste, toutes les autres choses que nous avons. Donc, pour cette raison, on n'a pas besoin, pas seulement de l'EAC, même toutes les autres organisations comme telles, on n'en a même pas besoin, à part le besoin d'être ensemble. À part le besoin d'être ensemble. Et puis le besoin de les charrier, parce que c'est ça notre vocation, c'est charrier tous les autres. Maintenant, ça c'est d'une part. D'autre part, la politique du président Tshisekedi aura été une politique de tendre la main, de dire nous sommes prêts, nous voulons, nous savons que nous avons ce que vous voulez, mais nous ouvrons nos portes pour que nous puissions travailler ensemble comme des hommes du 21e siècle, pas comme les gens de 1960, de 1970, quand c'était encore des coups d'État, toutes ces histoires honteuses aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le président a tendu la main à ces États-là. Mais dans leur fond intérieur, on se rend compte qu'ils n'ont que des mauvaises pensées et des mauvaises actions sur le Congo. Alors, en ce moment-là, le Congo doit prendre ses responsabilités. Essayons de parler un peu du bilan du président, bilan de 4 ans. Comment vous le trouvez? Bon, le mot bilan, je pense qu'il est français. Oui. Il est français. Et il est comptable. N'est-ce pas? C'est en comptabilité qu'on parle de bilan. Quand on dit bilan, ça renvoie à une période. Oui. Ça veut dire un exercice. Si je me déporte dans un exercice d'une entreprise, ça veut dire ça part du 1er janvier au 31 décembre. Oui. Ça me fait 12 mois. Et là, je peux dire que je peux établir mon bilan de 12 mois. Mais si j'ai fait 6 mois au lieu de faire 12 mois, est-ce que je ferai le bilan de 12 mois ou bien je ferai le bilan du temps que j'ai fait? Bilan mi-parcours carrément, 6 mois. Oui, alors, je voulais qu'on se mette d'accord parce que ce n'est pas votre question, mais je sais que beaucoup de ceux qui nous suivent parlent dans leur imaginaire. Ils se disent, le président de la République vient de faire 4 ans au pouvoir. Oui. Effectivement, il a fait 4 ans au pouvoir, mais il n'a pas fait 4 ans de pouvoir. 4 ans de pouvoir. Il a fait 4 ans au pouvoir, qui a été, d'abord en ce moment, nous sommes en train de compter une 4e année, qui est dérangée depuis l'installation de l'état de siège en mai 2021. Vous voyez, mai, décembre, ça vous fait 7 mois, dérangé complètement par le Rwanda. N'est-ce pas? Oui. Dérangé complètement. Ça veut dire que lorsque vous êtes un chef d'État, vous êtes assis chez vous, on vous dit il y a des bandits qui sont assis là-bas, il y a des terroristes qui sont là, qui tuent, tout ça. Le premier réflexe, c'est comme dans une maison. Quand un bandit rentre dans votre maison, vous oubliez tout. La première chose, c'est de les déloger. Et ça vous perturbe. Et je crois que la mission du Rwanda, c'est la peur du Rwanda. C'est de voir que le président Tshisekedi réussisse son mandat tel qu'il est en train de le faire et que le Congo soit organisé. Le Congo fonctionne comme il se doit. Parce que c'est ces jours-là que le Congo va jouer son rôle. Alors la mission que le Rwanda a, c'est de perturber ces mandats. Et à travers ces agents, il y a eu les FCC et CACH. Vous savez que dans l'espace politique congolais, il y a des gens qui ne devaient pas faire la politique au Congo et qui sont acteurs politiques au Congo. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Autant le Congo a été infiltré sur le plan de l'armée, sur le plan des forces de sécurité, sur le plan
de l'économie et tout, je ne vous informe pas que même la sphère politique a été infiltrée. Et donc, lorsque vous faites le FCC Cash, il y a les agents du Rwanda là-dedans qui ont pour mission de faire capoter les choses. Et donc, vous perdez comme ça une année. Toute une année que vous perdez. Mais entre-temps, le compteur est en train de tourner. Lui, il n'arrête pas les compteurs. Hein, les compteurs continuent. Donc, la mission du Rwanda, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en a pas la perception telle qu'il faut. Mais je vous dis, ils ont une mission extraordinairement dangereuse sur notre pays. Parce que ce n'est pas en aimant quelqu'un que vous allez l'infiltrer quand même, n'est-ce pas? Vous n'allez pas infiltrer quelqu'un que vous aimez. Pourquoi vous infiltrez? Vous n'allez pas tuer les gens que vous aimez. Mais la RDC, donc, les outils de puissance, si nous comparons la RDC et le Rwanda, le Rwanda, c'est même pas la grandeur du Kivu. Le Rwanda, c'est tout ça. Il sait qu'il ne peut pas blaguer avec les Congos. Même le Congo désorganisé, il ne peut pas blaguer. Tout ce qu'il fait là, c'est des gesticulations. Le Rwanda sait que le Congo peut les réduire en une seconde. En une seconde. Il le sait. C'est comme ça que, au lieu d'aller sur la voie de la sagesse, qui veut qu'on traite, parce qu'on est voisins éternels, de traiter avec les grands frères, comme on traite avec... parce que le Congo est le grand frère du Rwanda. Si je prends l'image, si pas le papa. Au lieu d'aller sur cette voie de la sagesse, ils ont choisi la voie de la folie. C'est de la folie que le Rwanda fait. C'est que de la folie. Parce qu'il n'y a aucun rapport. Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a aucune commune mesure. Qu'est-ce que le pouvoir attend? Que le Rwanda soit le plus réfléchissant possible. Qu'il devienne le plus sage possible. Plus de 500 000 déplacés internes. Parce que la réplique du Congo, qu'est-ce qu'on attend? Je vous dis, c'est ça même le piège. Et c'est là où il y a la sagesse du président Tshisekedi. Le piège, c'est quoi? Vous parlez de l'EAC. Ça veut dire que tous ces États de l'EAC, ils ont leur agenda sur le Congo. N'est-ce pas? L'Ouganda n'est pas loin de tout ça. Le Burundi et tous les autres. Eux, ils veulent avoir un motif. Comme le motif de FDLR ne fonctionne plus. N'est-ce pas? Maintenant, ils veulent que le Congo fasse quelque chose, n'est-ce pas? Qu'ils vont maintenant prendre comme, comment on appelle ça, fonds de commerce. Comme ils savent bien le faire. Comme ils savent bien le faire. Et donc, ça fait plusieurs, ils attendent ça. Ça fait plusieurs mois. Ça va se régler. Que cette partie du pays est sous occupation. Oui, hier, l'occupation de notre pays n'était pas dénoncée comme il est maintenant. C'était des trucs, je suivais, et nous le disons souvent, c'était... En fait, les Rwandais négocient avec les Rwandais. On vous voit, vous êtes là, ministre congolais, on vous envoie négocier avec les Rwandais, mais en réalité, vous êtes ministre rwandais dans un gouvernement congolais. Donc il y a des ministres rwandais au gouvernement congolais. Mais on en a eu. On en a eu, comme on en a aujourd'hui de toutes les nationalités dans la sphère politique congolaise. Il y en a de toutes les nationalités. Souvenez-vous du moratoire de Vital Kamerhe en 2006. Personne n'en parle. Pourquoi il avait posé ce moratoire en 2006? Pourquoi poser un moratoire? D'abord, le moratoire, là, il était anticonstitutionnel, illégal. Parce que la Constitution, en son article 10, dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais vous venez
comme président de l'Assemblée nationale, dans laquelle on vous signale, c'est José Makila qui signale la présence de personnes étrangères qui ont la nationalité étrangère et donc qui ont perdu la nationalité congolaise, qui siègent dans l'Assemblée nationale en 2006. Au lieu de mettre la question sur la table, on met un moratoire pour dire « allez régler votre problème et revenez ». Mais ça n'a jamais été réglé. Et donc, jusqu'aujourd'hui, dire qu'il y a des étrangers jusqu'au gouvernement congolais, on n'extrapole pas. Je n'extrapole pas, je ne dis rien de nouveau. C'est connu. Allez à la DGM, on vous donnera la liste. Allez dans les ambassades ici, toutes les ambassades ici, si elles veulent aider le Congo, mais qu'elles nous donnent les listes de tous les gens à qui ils ont donné la nationalité, leurs États ont donné la nationalité depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte. Et quand vous suivez... Alors, c'est comme ça que lorsque vous entendez quelqu'un vous dire, le docteur Tchani vous dire que à un moment donné, il y a des postes quand même qui doivent rester entre les mains des Congolais, des pères et des mères. C'est parce que tout ça existe. C'est eux-mêmes qui savent qu'ils sont dans ce travail. Ils savent qu'on a touché, le Congo a touché à un endroit où, si ça s'est fait comme ça, ils sont paralysés. C'est comme ça, vous voyez. Alors que personne même n'a pris cette loi. Vous savez que cette loi, on n'y a jamais touché. Non, pas du tout. Vous savez que la loi, jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour être candidat président de la République, on n'a pas besoin d'être congolais des pères ou des mères, n'est-ce pas? On ne l'a pas dit. Mais regardez les tollés. C'est comme si on a touché à la loi. Qui a touché à la loi? La loi n'a pas été touchée. Mais vous vous agitez comme ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas touché à la loi. Une tentative Mais d'exclure tentative. une catégorie de personnes On qui par- sont... On ne peut pas parler de tentative, on ne peut pas parler d'exclusion parce que la loi, jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, vous et moi, la loi n'a pas changé. La loi n'a pas changé. La loi n'a même pas été programmée pour être changée. Mais regardez l'agitation. Cette agitation est évocatrice de ce que les gens là... Et quand vous suivez certains des ministres du gouvernement qui sont en train... je prends certains ministres qui sont en train de réveiller certains discours tribalistes, certains discours de séparation. Non. Est-ce que ça aide les Congos à avancer? Surtout que nous sommes en période électorale, une période où... Quel est ce ministre qui a fait ce débat-là? Personne. Eux-mêmes, ils ont parlé. Ils ont dit qu'on a déplacé leurs propos. On a lu les communiqués du ministre Boussa, on a lu les communiqués du ministre des hydrocarbures. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, mais Dieu est bon que aujourd'hui, que cette loi-là eût été votée ou pas. Vous voyez qu'on en parle, non, dans votre émission? Oui. Ah. Est-ce que c'était inscrit au programme là? Quand vous avez présenté les menus de l'émission, ce n'était pas. Ça s'est invité. C'est comme ça que ça va s'inviter même dans les urnes. Parce que c'est dans nos têtes, c'est dans nos cœurs. C'est dans nos têtes, c'est dans nos cœurs, comme Congolais. Alors, élection? Comme Congolais. Donc, faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. D'ailleurs, moi, j'ai conseillé, je profite pour conseiller le président Bosso et tous les autres, de ne même plus aligner ça. Mais, les messages, les Congolais savent ce qu'ils vont faire les jours-là. Les jours du vote. Les jours du vote. Élection 2023. Oui. Les préalables posés par l'opposition, le PPRD, la MOUCA. Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Est-ce que ça met mal à l'aise? Quels sont ces préalables? Notamment, on va prendre l'opposition, PPRD qui dit qu'il faut changer le bureau.
Le bureau Kadima doit Quel changer. bureau? Le bureau Kadima. Il faut qu'on le change. D'abord, ce n'est pas les PPRD qui doivent demander le changement du bureau. Parce qu'il n'est pas le seul parti politique que nous avons dans le pays. Si les bureaux, comme aujourd'hui, on peut constater que les bureaux est accepté par 99,99% des partis politiques qui se préparent à aller aux élections. Et donc, Mais il n'y a pas que le PPRD. Il y a la Mouka qui a aussi posé ce préalable, le changement du bureau. Il y a aussi la Synco qui avait posé problème, notamment avant la Mouka, de je pense Kadima. que la Mouka, posé problème. Mais Synco, la Mouka, tout ça, ils ont fait tout ça pour la consommation publique. Parce que leurs actes ont témoigné du contraire. On a vu le président de la Mouka aller prendre sa carte. Quand Martin Fayulu va prendre la carte, il dit aux Congolais qui les suivent. Les Congolais de la Mouka et de l'ECD, il leur dit « Suivez ce que je fais, ne suivez pas ce que je dis. » Et c'est ça le message. Vous savez, mon cher frère, parfois les mots parlent mieux que... Non, disons, les actes disent mieux que nos mots. Oui, parce que la logique veut quoi? La logique veut que celui qui a dénoncé les bureaux Kadima ne s'approche même pas des histoires de Kadima. Lui, Martin Fayulu, il est allé toucher la carte de Kadima, toucher les machines de Kadima. Il a même mis les trucs là de Kadima. Maintenant, moi, je suis militant de Fayulu, Martin Fayulu, l'honorable Martin Fayulu. Je vois mon leader aller s'enrôler. Je fais comment? Je m'enrôle. C'est comme la Synco. On a vu également Tata Cardinal qui s'est enrôlé. Ça veut dire quoi? Catholique, allez vous enrôler. Fayoliste, allez vous enrôler. Parce que les élections arrivent. Nous, on n'est pas dans la logique de boycotter. Maintenant, le PPRD dit non, nous, on ne va pas aller. On n'est pas concernés. L'UDPS nous a dit également ça en 2006, souvenez-vous. Et ils ne sont pas allés. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Donc, deux choses. La première... Est-ce que vous ne craignez pas que le problème que nous avons toujours connu, tel que les dénonce la Constitution, la crise de légitimité, soit toujours pérenne après 2023? Bon, quand les gens décident que ça persiste, vous allez faire comment? C'est la responsabilité citoyenne de nos partis politiques et de nos acteurs politiques. Pourquoi pas s'asseoir? De travailler pour... Non, ici, il n'y a pas matière à s'asseoir. On va s'asseoir pour débattre des questions qui fâchent. Quelle est la question qui fâche? Laquelle? Aujourd'hui. La question qui fâcherait, c'est de changer ces bureaux aujourd'hui parce qu'on ne va pas aller aux élections à la fin de l'année. Ça va fâcher. Ne pas aller aux élections à la fin de cette année, ça va pas fâcher. Mais qu'un parti refuse d'aller aux élections, on l'a vu, on l'a déjà vu. Et la crise de légitimité n'a pas été aussi grave que vous voulez vous le faire croire. Donc, les PPRD va boycotter, il va y avoir un soir et il va y avoir un matin. Et puis, ce n'est que 5 ans. Pour un parti qui a fait 18 ans au pouvoir, faire 5 ans de pause et revenir 5 années après, c'est même un temps de repentance, un temps de se laver, de se nettoyer, je pense aussi. Dans la vie, c'est toujours nécessaire. Dans la vie, c'est toujours nécessaire de reculer. On va rester sur la partie Est toujours. Pensez qu'il est possible d'aller aux élections le 20 décembre 2023 avec les partis qui sont sous occupation? C'est possible. C'est possible si l'enrôlement s'y fait. Parce qu'il faut commencer par l'enrôlement. Je n'ai pas entendu la CENI dire qu'on n'allait pas enrôler là-bas. Évidemment, il y a des points qui posent problème pour accéder à tout ça. Bon.
si on enrôle, ça veut dire qu'on doit aller, on va aller avec eux. Ce sont les compatriotes congolais qui doivent voter. Ils doivent voter comme tout le monde. Et c'est important qu'ils votent. Et si ça n'arrive, et si Mais la crise persiste, non, pas la crise. Si l'agression continue. et si l'agression continue, Si l'agression continue, nous allons réprimander les Rwandais. C'est les Rwandais qu'il faut réprimander en ce moment-là. Ça ne sera pas de la faute du gouvernement Saman Kondé. donc on va tomber dans un glissement. Pas du tout. Parce que tout ça n'est pas nouveau. N'est-ce pas que Beni n'avait pas participé aux élections de 2018? Alors que l'opposition, il y avait les vents en poupe. L'opposition avait à glaner beaucoup de voix là-bas. Mais il y a eu des contrées entières là-bas qui n'ont pas été aux élections. Et donc, on peut aller aux élections sans cette partie du pays. Parce qu'on l'a connu, on l'a vu, on l'a fait. N'est-ce pas? On a fait tout ça. D'où vient qu'en ce temps-là, c'était faisable et maintenant, ce n'est pas faisable. D'autant plus que, en son temps, n'est-ce pas, c'était encore voilé. Ce n'était pas une agression d'un État étranger. En son temps, on disait c'est des groupes armés, tout ça. Mais maintenant, là, c'est clair que ce sont les États étrangers qui agressent la République démocratique du Congo. Mais en son temps, c'était des banditismes, des groupes armés internes, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a des troupes étrangères. Donc, je pense que ça se justifie encore mieux aujourd'hui qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'armée de Paul Kagame qui est là. On l'a vu, les gens l'ont vu. En train d'opérer sur les sols congolais. Et lui-même ne s'en offusque pas. Il dit si c'est à faire, il va le faire. Alors, dites-moi, dans ces conditions-là, s'il n'y a pas élection là-bas, vous allez réprimander Félix Tshisekedi. Non? Dites au président Kagame de rentrer chez lui, de laisser l'espace aux Congolais de voter leur président. Le président Tshisekedi avait placé son mandat sous deux aspects, deux éléments forts, notamment la lutte contre la corruption et aussi la restauration de la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Où en est-on aujourd'hui? Bon, où en est-on aujourd'hui? D'abord, vous allez comprendre que ce sont des secteurs de refondation de l'État. Parce que vous n'allez pas dire, je vais arrêter la corruption dans un État où il n'y a pas la corruption. Et quand un État est déjà attaqué par les faits de corruption, ce n'est plus... dites-vous que c'est comme un cancer qui a atteint la métastase. Vous voyez? Donc, le niveau de corruption que nous avons aujourd'hui, et vous et moi, nous vivons avec ça dans nos veines aujourd'hui. Vous allez voir qu'on termine l'émission ici. Donc, c'est un mode de vie du Congo. C'est devenu un mode de vie. Et ça, vous n'allez pas l'attendre. Vous n'allez pas attendre que le président règle ça en un jour. Jusqu'ici, il s'est attaqué à la grande corruption. Envoyer les colonnes en cravate, tous ces voleurs en prison, n'est-ce pas? Ça, c'est la grande corruption, l'IGF, tout ça. Mais la petite corruption, celle-là est plus dévastatrice. Elle nous prend des milliards que vous ne le pensez pas. Les 5 $ que vous donnez à l'agent de police, n'est-ce pas? Les 1000 francs, les ceci, tout ça là, ce sont des faits de corruption. Parfois qui se font au vu aussi de tout le monde. Quelqu'un qui a commis une infraction, comment on appelle ça, qui n'a pas respecté les codes de la route. Il a commis une prévention. C'est comme ça qu'on appelle la prévention. Mais au lieu de les conduire à la banque, n'est-ce pas, pour qu'ils payent ce qu'ils doivent payer, vous prenez 1000 francs, vous prenez 2000 francs, ça dépend. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait de la corruption. Vous avez fait les détournements.
vous n'avez pas permis à l'État d'encaisser l'argent qu'il aurait dû encaisser. Et ça, si je parle de la police, je vous dis, je parlerai de l'administration. Il n'y a pas une seule administration où vous vous pointez comme ça pour avoir un document, on vous le donne en vous disant allez payer l'argent chez l'État. Dans la justice, pareil, dans l'enseignement, partout, partout. Dites-moi quand est-ce qu'il va finir avec ça? S'il faut, comme il a de la volonté. De la volonté, mais lui, comme il a de la volonté. Il paraît qu'il est mal accompagné. Comme il a de la volonté, il lui faut maintenant du temps. Est-ce que vous êtes prêts à lui accorder les 5 années qu'il cherche et 10 autres années après? Mais la Constitution ne lui permettra pas. La Constitution, c'est nous qui l'avons écrite. C'est les Congolais qui l'ont écrite. Encore que, si vous voulez qu'on parle de cette Constitution, je vous en dirai mieux. Ce n'est même pas notre Constitution, vous savez. Ce n'est pas notre Constitution, c'est la Constitution du Rwanda. Du Rwanda? Oui. Vous avez, quand vous êtes allé voter cette Constitution au référendum, vous l'aviez lu comme journaliste ou comme citoyen. Vous aviez lu un seul article de cette Constitution. Sur les 23 personnes qui l'ont écrite, de Bochab et les autres, 7 Congolais seulement, sur 23. 16 étrangers. Ce sont des révélations, ça que vous faites. Mais je vous dis parce que j'ai fait mon étude sur cette Constitution. Lisez les professeurs Mampouya, lisez les professeurs Essambo, lisez les professeurs Bochab, lisez... Il a même écrit, bien qu'il avait écrit en temps suspect, son livre sur la Constitution, le professeur Bochab. Mais lisez son livre. Lisez tous les constitutionnalistes. Ils vous diront que ce n'est pas notre... Là-dedans, dans les livres du professeur Essambo, Léon de Saint-Moulin, le père Léon de Saint-Moulin s'est exprimé. Il a dit que ce n'est pas une affaire des Congolais. Comment c'est arrivé? Le pays a été infiltré. Nous sommes infiltrés même sur le plan constitutionnel. Excusez-moi. Donc, quand moi j'entends mon vieux, l'honorable Thomas Louaka dire non, des pères et des mères, la Constitution. Mais le postulat est déjà mal posé lorsque vous évoquez cette Constitution ici. Bien qu'elle nous régit, mais ce n'est pas notre Constitution. Lisez l'article 1 de cette Constitution où on vous dit que le Congo a commencé en 1960. Est-ce que le Congo a commencé en 1960? Dans ses frontières de 1960. Et les frontières d'avant 1960 sont allées où? Les frontières d'avant 1960 sont allées où? Parce que le Congo, nous avons quand même tous étudié. Le Congo n'a pas commencé en 1960. Pour qu'on établisse ses frontières en 1960. Tout ça, c'est des choses que les gens ici avaient déjà notées, préparées, et ils vous ont donné une constitution. Et vous, comme vous êtes toujours enthousiaste, comme ici, les gens veulent, les Mobutistes ont envié les colonialistes, les Kabylistes ont envié les Mobutistes, les Tshisekedistes envient maintenant les Kabylistes. C'est comme ça que les choses... Personne ne prend le temps de réfléchir pour dire non, il nous faut une cassure, il nous faut une vraie rupture. Et moi, je conseillerais au président de la République, dès qu'il prend le 2e mandat, de changer de constitution, pas de modifier, de changer de constitution. Quels sont les aspects qu'il faut pour nous réapproprier notre pays. Ça, ce n'est pas notre pays. La Constitution ici ne peut pas permettre même au président de la République de gouverner. C'est une constitution de belligérants. C'est comme ça que vous entendez, nous voulons un consensus pour la CENI. Maintenant, quand vous dites consensus, les mandats maintenant c'est quoi? Les mandats que nous avons donnés au président de la République, comment vous les comprenez lorsque vous mettez sur balance les mots consensus? Donc, si sur toutes les décisions que le président doit prendre, il faut un consensus,
que représente encore son mandat? Parce qu'on lui demande un consensus pour nommer les gens à la CENI. Quelqu'un qui a le mandat d'organiser les élections. On lui réclame les élections. C'est son mandat. C'est une obligation pour lui. Les Congolais lui ont dit, au terme de 5 ans, il faut nous organiser les élections. Ils lui ont donné mandat. Comme ils lui ont donné mandat d'organiser l'agriculture, l'économie, la sécurité. Est-ce que dans tous ces autres domaines, il y aura des consensus ou bien il faut qu'il y ait consensus seulement pour la CENI? J'aimerais qu'on revienne sur la Constitution. Vous avez dit que c'était un produit du Rwanda. Ça vient du Rwanda. Mais oui. J'aimerais comprendre un peu plus sur cette affaire. C'est une longue histoire. Comment ça a été préparé? Comment est-ce que nous sommes arrivés à voter? Comment nous sommes arrivés? Nous sommes arrivés qu'en 1996, Mzee Laurent Désiré Kabila commence une rébellion. Et quand cette rébellion commence, il vient avec les gens qui l'accompagnent. Les gens qui l'accompagnent viennent avec lui jusqu'à Kinshasa. Il arrive à Kinshasa. J'essaie d'aller vite parce que je sais que le temps de l'émission... Alors, les gens qui l'accompagnent, quand ils sont à Kinshasa, il y a un homme, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix et grande paix à sa mémoire. Il l'appelle Mzee Laurent Désiré Kabila. Il lui dit, voilà, je connais ces gens. Comme tu es venu avec eux, demande-leur qu'ils te donnent la facture, que les pays payent et qu'ils rentrent chez eux. N'est-ce pas? Mzee ne comprend pas tout de suite le problème et il laisse. Première chose, on sépare Étienne Tshisekedi de Mzee. Ils ne se sont plus jamais vus jusqu'à ce que tous les deux connaissent l'essor dramatique. Alors, quand il dit, demande-leur la facture, Mzee ne le fait pas. Quelques temps après, Mzee commence à se rendre compte que non, ces gens ici, s'ils sont venus, ils ont fini de nous aider, n'est-ce pas? Rentrez maintenant chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé quand Mzee leur a dit, rentrez chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la guerre au Mzee. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient un autre agenda. Il y avait un autre agenda. Et c'est cet agenda qu'ils ont encadré à la rédaction de la Constitution, à la mise en place des institutions, tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tous les intellectuels congolais le savent. Tous les intellectuels congolais le savent, mais comme chacun veut vivre, personne ne... Bon, chacun veut se retrouver, chacun s'est retrouvé dans tout ça. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les gens qui étaient venus comme pour nous aider avaient un autre agenda. Parce que lorsqu'on leur dit « rentrez chez vous », ils ne rentrent pas chez eux. Au contraire, ils créent une guerre. Mais quand vous demandez aussi qu'on puisse réviser la Constitution. Pas réviser, changer. Changer la Constitution. Mais oui. Pour que le président puisse avoir, disons, 10 ans de plus, en dehors des premiers 10 ans qu'il peut avoir encore 10 ans. Il n'aura même pas eu 10 ans avant, parce que les premiers mandats, c'est peut-être 2 ans. Non, prenons un peu plus de 10 ans. Un peu plus de... Ouais. Alors, n'est-ce pas l'instauration d'une dictature comme on le voit dans d'autres pays? Ce n'est pas de la... Vous savez, soit de deux choses l'une, nous les Congolais, il faut qu'on sache ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons d'un pays normal qui ne fera plus objet de toute cette humiliation, ou bien nous voulons continuer à être la risée du monde entier? Si nous voulons être la risée du monde entier, continuons avec cette constitution. C'est une constitution qui ne donne aucun pouvoir au président de la République. Il ne peut même déjà pas avoir son premier ministre. Il vient en campagne, il vous dit « choisissez-moi, si vous me choisissez, si vous m'élisez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Au moment d'exécuter, c'est quelqu'un d'autre qui doit exécuter. C'est lui qui nous a promis. On lui reproche les promesses. Mais il n'est pas responsable. Il ne peut pas venir répondre de ses promesses à l'Assemblée. C'est ça votre constitution. C'est la constitution où on vous dit 100 000 personnes peuvent se réunir
et signer une pétition pour modifier la Constitution. 100 000 personnes. 100 000 personnes, c'est-à-dire votre bébé, c'est une personne. Elle peut signer. Votre enfant de 3 ans, c'est une personne. Les Rwandais qui est ici, c'est une personne. Les Camerounais qui est ici, c'est une personne. Et voilà votre constitution. Voilà votre constitution. Et donc, il faut la changer. Il faut la changer. D'abord parce que notre âme n'est pas là-dedans. 2, nous l'avons votée sans la connaître. On a fait une étude à Lubumbashi avec mon ami Claudel Chikamba, que je salue, pour voir combien de gens savent, ont déjà vu, touché les textes là. Hein? Nous sommes en 2012. Hein? La Constitution là est votée en 2006. 2006, ouais. Alors, en 2012, nous faisons une enquête pour savoir combien avaient seulement vu et touché, voir, toucher et lire la Constitution. 12% à Lubumbashi. Mais on dit que c'est votre Constitution. C'est ma Constitution. On ne connaissait pas. Quand le docteur Étienne Tshisekedi nous dit « Ne votez pas cette Constitution parce qu'on a vendu les pays ». Nous, on voyait vendre les pays, c'est-à-dire hein, quelqu'un a donné les factures, on a donné l'argent. Mais vendre les pays, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les pays ne nous appartiennent pas du tout. Donc le pays appartient aux Rwandais. Oui. Oui. Et oui. Leur agenda s'est complètement appliqué tel qu'ils avaient prévu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez des étrangers qui ont des partis politiques ici et ça ne vous offusque pas. Le ministère de l'Intérieur est là, il donne des autorisations à tous ceux qui viennent, sans savoir est-ce que c'est des Congolais, ce n'est pas des Congolais, alors que c'est lui qui gère aussi la DGM, donc la situation des étrangers sur les sols congolais. Mais on peut vous citer la liste des gens qui ont des partis politiques. Et donc, on va finir. Alors, quand on a infiltré votre espace politique, quand on a infiltré votre armée, on a infiltré vos services de sécurité, on a infiltré votre administration, on a infiltré votre économie, qu'est-ce qui vous reste pour que vous puissiez dire que le pays vous appartient? Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Ce pays est difficile de gouverner dans ces conditions-là. Ben voilà, c'est comme ça que vous voyez n'importe quel président qui viendra. Avec cette constitution. Avec cette constitution, quelle que soit sa bonne volonté, il ne donnera jamais des solutions que les Congolais attendent. Je te donne une question, on est à la fin, on va finir rapidement. 2023 approche, vous faites généralement la promotion des femmes. Est-ce que vous ne voyez pas finalement une femme à la tête de la République? Non, pour l'instant non. Pour l'instant non. Pour l'instant non, parce que lorsque je regarde les défis qu'il y a, je ne dis pas que les femmes ne sont pas capables, mais dans notre pays, je ne dis pas que les femmes ne sont pas capables vraiment, mais quand je vois, parce qu'il y a aussi les problèmes de parcours, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore vu beaucoup de femmes qui ont fait un parcours politique qui leur permettrait de faire face au Rwanda. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu que nous avons, c'est de nous réapproprier notre pays. Nous réapproprier le Congo. Et dans le processus de réappropriation de notre pays, nous devons commencer par la réappropriation de notre âme comme Congolais. Parce que comme vous êtes là, votre âme est dehors, n'est pas au Congo. Ça veut dire que tout ce qui est étranger, vous le voyez bien. Même quand ce n'est pas bien. C'est comme ça que vous voyez, non. Nazaki na Rwanda, Rwanda ça bien l'équipe Congo. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais le Rwanda, ce n'est que 28 000 km². Quand on a construit une route au Rwanda, n'est-ce pas? On n'a pas dépensé l'argent qu'il faut pour faire une route à Kinshasa.
N'est-ce pas? Quand on dépense l'argent pour faire une route à Kinshasa, on a presque fait toutes les routes du Rwanda. Mais comment vous allez comparer ce genre de choses? Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Soit. Dieudonné Nkishi, vous êtes président de Congo Positif. Merci. Espérons que vous allez à nouveau passer chez nous très très bientôt. À votre disposition. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis ce numéro de Face à l'opinion avec Dieudonné Nkishi, président de Congo Positif, un parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation, touche à sa fin. On se retrouve dans prochainement avec un autre invité autour de questions d'actualité. Portez-vous bien et bienvenue au Pape François au Congo.